Voilà l'histoire fascinante de la pauvre fille du puits et l'homme riche que Dieu lui a envoyé. Il y a des villages que le monde a oubliés sur ses cartes, mais que Dieu, lui, n'a jamais perdu de vue. Nédombi était de ceux-là. Niché entre des collines couvertes de forêts généreuses et des pistes de latérite rouge qui craquaient sous les pneus des rares véhicules, c'était un endroit où le temps avançait à son propre rythme. Les femmes pilaient le manioc à l'aube, les hommes palabraient sous les arbres, les enfants couraient pieds nus jusqu'au soir. Et chaque nouvelle bouche à nourrir était soit une bénédiction, soit un problème. Pour la famille de l'oncle Théo, Amara était un problème. Elle avait 8 ans quand ses parents sont morts. Une nuit sans lune, une route sans garde-fou, un camion qui n'a pas freiné à temps. Et puis, plus rien. Son oncle, Théodore, que tout le monde appelait simplement oncle Théo, était venu la chercher à l'hôpital. Les bras ouverts, le visage grave. Elle avait cru que c'était de la tendresse. Hélas. Elle a mis des années à comprendre que c'était du calcul. Amara a maintenant 22 ans, et ses mains le disent mieux que n'importe quel discours. Des mains qui avaient balayé des milliers de cours, tordu des kilos de linge mouillé, porté des bassines d'eau sur des chemins de cailloux. Des mains calleuses, sèches, que personne ne regardait jamais avec douceur. Dans la maison de l'oncle Théo, la règle était simple et non écrite, Prisca d'abord, Amara après. Prisca, fille unique de Théo et de la tante Gloria, était belle, du genre de beauté qu'on construit avec du temps libre, des crèmes importées et des compliments quotidiens. Elle se réveillait quand le soleil était déjà haut, réclamait son repas comme un droit divin, et passait ses après-midi à défaire et refaire sa coiffure devant le miroir du salon. Amara, elle, se levait avant le chant du coq. Elle ne se plaignait pas. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, oh non. Mais elle avait appris très tôt que ces mots ne valaient rien dans cette maison. La tante Gloria le lui avait enseigné, une phrase à la fois, avec ce ton tranchant qui ne laisse pas de cicatrices visibles mais creuse profondément. Tu manges mon riz, tu portes mes pagnes, tu dors sous mon toit, la moindre des choses, c'est de te rendre utile. Chaque soir, avant de s'endormir sur sa natte dans la pièce du fond, Amara serrait contre elle la seule photo, jaunie, cornée, mais précieuse, qui lui restait de ses parents. Dessus, sa mère souriait les yeux à demi fermés, tandis que son père regardait l'objectif comme s'il regardait l'avenir. Elle murmurait « Je suis encore et toujours là ». Et puis c'était tout, mais ça suffisait pour recommencer le lendemain. Ce matin-là, un bruit inhabituel traversa le village avant même l'odeur du café. Un convoi de 2 SUV noirs s'arrêta, vitres teintées, silencieux comme des fauves sur la piste en latérite rouge. Les enfants lâchèrent leurs jouets, les femmes s'arrêtèrent de piler, et les hommes sous l'arbre à palabres se redressèrent comme un seul homme. La portière du premier véhicule s'ouvrit. Cossi descendit. 30 ans, grand, avec une chemise blanche simple, mais d'une coupe irréprochable, une montre discrète au poignet qui valait plus que toutes les motos du village réunies. Il avait les yeux de quelqu'un qui a beaucoup vu et qui n'est plus facilement impressionné. Il balaya la cour du regard, inspira l'air chaud et terreux, et sourit, pas le sourire condescendant du citadin découvrant la misère, mais celui de quelqu'un qui retrouve quelque chose de vrai. Il est né dans une ville, mais ses racines venaient de cette terre. Son père, Papa Félix, homme d'affaires respecté à la capitale, lui répétait souvent « Mon fils, avant de construire quelque chose quelque part, apprends à connaître et comprendre d'abord les gens qui y vivent. » Cossi avait retenu la leçon et c'est pour ça qu'il était là, à Nédombi, pour lancer un projet d'envergure, une école secondaire, un centre de santé, un forage. Et l'oncle Théo, désigné comme chef du village, était son principal interlocuteur.
Théo l'accueillit sous le grand fromager de la cour avec un sourire jusqu'aux oreilles et la meilleure chaise en plastique offerte à la hâte. Depuis la cuisine, la tante Gloria observait tout à travers la fenêtre entr'ouverte, la voiture, les vêtements, la montre. Ses yeux calculaient déjà en silence. Elle sortit la tête et chuchota d'une voix sucrée. « Prisca. Vite, ta robe à fleurs et porte de l'eau fraîche à notre invité. Toi seul. » Puis, sur un ton différent, celui du quotidien glacé, elle ajouta. « Et toi, Amara, tu passes par le côté, tu vas au puits. S'entraîner. » Amara, dans l'ombre du couloir, son seau à la main, acquiesça sans un mot. « Passe par le côté », cela voulait dire, ne te fais pas remarquer. Tu n'es pas digne d'être vue. Elle sortit par la porte de derrière. Cossi écoutait oncle Théo lui expliquer la géographie du village, quand quelque chose l'interrompit. Pas un bruit, ni un mot, juste une présence. Il tourna la tête machinalement. Entre le manguier et le coin de la maison, une jeune femme traversait la cour, un seau vide à la main, la tête légèrement baissée. Elle ne le cherchait pas du regard, elle ne cherchait rien d'ailleurs, ne demandait rien, ne s'attendait à rien. Et c'est précisément pour ça qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il y avait quelque chose dans sa façon de porter son corps, une dignité tranquille, presque effacée, comme quelqu'un qui avait appris à occuper le moins de place possible, mais dont l'âme, elle, débordait quand même. « Qui est-elle » demanda Cossi sans réfléchir. L'oncle Théo grimaça légèrement. « Oh, ça, c'est juste Amara. Une orpheline que j'ai prise sous mon toit par bonté de cœur. Elle aide à la maison. Enfin, vous savez ce que c'est. » Cossi hocha la tête, lentement, mais son regard ne revint pas sur l'oncle. Il suivit la silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la haie de bananiers. La tante Gloria, depuis l'entrée, avait tout remarqué. Quelque chose se contracta dans sa poitrine car elle connaissait ce genre de regard chez un homme. Elle poussa Prisca d'un geste vif. « Vas-y maintenant. » Prisca entra dans la cour avec son plus beau sourire, le verre d'eau tendu comme une offrande. Cossi le prit sans la regarder vraiment, marmonna un merci poli, et reprit sa conversation. Prisca attendit quelques secondes, mais les yeux de Cossi ne revinrent pas vers elle. Elle rentra à la maison, les lèvres pincées, genre très vexée. Ce soir-là, de retour à la capitale, dans son appartement du 7e étage, Cossi resta longtemps sur la terrasse à regarder les lumières de la ville sans vraiment les voir. Son téléphone vibrait avec des messages de clients, des alertes de travail, il les voyait défiler sans les lire. À ce moment-là, il voyait autre chose. Un visage, un regard furtif, presque accidentel, et cette façon de marcher, comme si chaque pas coûtait quelque chose. Son ami Sam débarqua 1 heure plus tard, une bière à la main, et le trouva dans la même position. « Hola, tu vas bien toi ?»« Pas trop, parce que figure-toi que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, au village. » Sam posa sa bière. « Au village de Nédombu ?»« Oui. »« Cossi, tu es allé là-bas pour construire une école, pas pour, je sais pourquoi j'y suis allé. Je sais aussi ce que j'ai vu. » Sam le regarda longuement. « Alors, elle est comment ?» Cossi chercha ses mots. « Elle porte l'eau comme si c'était le poids du monde, mais elle ne courbe pas l'échine. Elle baisse les yeux, mais elle ne plie pas. » Sam souffla lentement. « T'es foutu mon frère. » Les jours suivants, Cossi revint au village sous couvert de superviser les premières études de terrain. Il se leva avant l'aube, mais pas pour les travaux. Il avait observé, sans qu'on le sache, que Amara allait au vieux puits à l'aube, avant que le village ne s'éveille, et aussi,
avant que la tante Gloria ne commence à distribuer ses ordres comme des punitions. Le troisième matin, il était là. Amara s'arrêta net en le voyant, elle faillit rebrousser chemin. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-elle prudemment. Tu ne me déranges pas, je suis venue de moi-même. » Elle posa son seau et attrapa la corde du puits. Il s'approcha et murmura « Laisse, je vais t'aider. » « Non merci, je sais me débrouiller. »« Je sais que tu te débrouilles, et j'ai vu, mais ça ne change rien à mon envie de t'aider. » Elle s'arrêta et le regarda vraiment pour la première fois. Pas un coup d'œil furtif, mais un regard qui pèse sur les gens. Comme d'habitude, elle cherchait la moquerie, la pitié condescendante, l'arrière-pensée, elle ne trouva rien de tout ça. Il hissa le seau, récupéra l'eau. Un silence confortable s'installa entre eux, le genre rare qu'on ne fabrique pas, et qui vient tout seul. « Comment tu t'appelles » demanda Kossi. « Amara. »« Moi, c'est Kossi. »« Je sais qui vous êtes » s'exclama Amara. « Alors tu as l'avantage sur moi. » Elle réprima un sourire, presque pas assez. Depuis, ces matins devinrent une habitude. 5 jours. 10 jours. Il parlait peu au début, puis de plus en plus. Amara lui raconta sa vie par bribes, prudemment, comme on lâche du lest pour ne pas couler. Lui raconta ses débuts à la capitale, les nuits à travailler dans un cybercafé délabré, ses premiers échecs et sa première réussite. « Tu n'avais pas peur » demanda-t-elle un matin. « Oh oui, toujours. Mais la peur ne nourrit pas. » Elle rit, un rire bref, presque surpris d'exister. Kossi la regarda et se dit que c'était le son le plus sincère qu'il avait entendu depuis longtemps. Un matin, au bord du puits, alors que le soleil commençait à dorer les cimes des fromagers, il déclara : « Amara, je ne suis pas du genre à tourner autour des choses. Je suis venu à Nedombi pour une mission, mais il y a quelque chose ici que je ne m'attendais pas à trouver. »« Ah oui, dit-elle, surprise. Toi. Et je voudrais qu'on se fréquente. Pas en cachette mais sérieusement. » Elle posa son seau, le regarda longuement. « Tu sais dans quelle situation je suis ici. » Je sais. Et tu sais que si tu t'approches de moi officiellement, ça va m'attirer des ennuis. Je sais ça aussi. Alors pourquoi ? Parce que tu mérites quelqu'un qui affrontera ces ennuis avec toi, au lieu de te laisser les gérer seul. Le silence s'étira, l'aube se levait sur les bananiers, un oiseau appela dans la forêt. Alors oui, dit-elle doucement, je veux bien. La tante Gloria n'était pas femme à laisser passer les choses. Elle remarqua le changement chez Amara. Pas quelque chose de spectaculaire car elle continuait à se lever avant tout le monde, à cuire, laver, balayer, mais quelque chose avait changé dans son regard, comme une braise sous la cendre. Alors elle envoya Priska en espionnage. Priska revint avec l'information, le jeune homme milliardaire et Amara se retrouvent chaque matin au vieux puits. La tante s'assit dans un silence qui devint épais dans la pièce. Puis elle alla trouver Amara dans la cuisine et lui parla à voix basse, le ton aiguisé comme une lame. « Tu crois que je ne vois rien ? Cet homme est venu ici pour les affaires, pas pour toi. Tu vas arrêter ce manège avant que je m'en charge moi-même. Je n'ai rien fait de mal, tante. Ce que tu as fait de mal, c'est d'attirer le regard d'un homme qui ne te regarde pas en face. » Et elle repartit. Ainsi ce soir-là, la porte de la chambre d'Amara était barrée. Sanat était sorti dans la cour. « Tu dormiras dehors tant que les 3 grands bidons ne sont pas remplis. » Le puits était fermé la nuit, sur ordre du chef du village. Il n'y avait rien à faire. Amara s'assit contre le mur extérieur,
les genoux serrés contre la poitrine, et passa la nuit à regarder les étoiles. Le lendemain matin au puits, elle arriva les yeux rougis. Kossi le remarqua immédiatement. Il ne dit rien mais il posa doucement sa main sur la sienne, juste une seconde, juste le temps d'une respiration et dit « Ça ne durera pas longtemps, je te le promets. » La tante Gloria, comprenant que rien ne fonctionnait, prit une décision qu'elle ne répéta à personne. Un soir après le repas, elle s'éclipsa dans la nuit. Elle prit le sentier qui longe le cours d'eau et monte vers les collines boisées où personne ne va après la tombée du jour. Elle marchait vite, une lampe torche dans une main, un sachet de pièces dans l'autre. Au bout d'une heure de trajet, au pied d'un grand arbre dont l'écorce était couverte de cordelettes et de bouts de tissu noué, elle s'arrêta. Elle frappa 3 coups. Un vieil homme sortit de l'ombre, les pupilles de ses yeux voilées de blanc. Il ne la regarda pas, il la sentit. « Je sais pourquoi tu viens, dit-il, tu veux briser un lien. Je veux que l'homme étranger quitte le village, que la fille reste à sa place. Leur lien est très fort, ce qui les a réunis n'est pas un hasard. Je m'en fiche, dis-moi ton prix. » Il dit un chiffre, elle accepta, et il lui tendit quelque chose enveloppé dans une feuille. Tu le mets dans sa nourriture et dans les 3 jours, il perd toute envie de rester. La tante Gloria repartit dans la nuit, le pas décidé, le sachet serré dans le poing. 2 jours plus tard, Kossi déjeunait chez l'oncle Théo, ce qui est une politesse d'usage dans le cadre du projet. Priska avait servi le repas avec son plus gracieux sourire, la tante observait depuis la cuisine. Quand Kossi porta la cuillère à sa bouche, son visage changea imperceptiblement. Il reposa la cuillère. Sam, assis à côté, lui lança un regard interrogateur. « Je n'ai plus faim, » dit Kossi simplement. Dans la voiture, ce soir-là, Sam dit. Ce bouillon avait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais quelque chose de pas agréable. Kossi regardait par la vitre. Je sais, s'exprima-t-il. Alors, on fait quoi? On continue. Le lendemain matin, Kossi se présenta chez l'oncle Théo. Pas à l'heure habituelle des discussions de projet mais en milieu de matinée, quand le village était éveillé, quand les voisins pouvaient voir et entendre. Il entra dans la cour et s'assit. Théo le rejoignit, surpris. La tante Gloria sortit sur le seuil, Priska apparut à la fenêtre. Kossi posa les mains sur ses genoux et parla calmement. « Oncle Théo, tante Gloria. Je viens vous voir, non pas pour le projet de construction, mais pour quelque chose de plus personnel. Je souhaite fréquenter Amara officiellement, avec l'intention de demander sa main selon nos traditions. » Le silence qui suivit fut d'une densité presque visible. L'oncle Théo ouvrit la bouche, la referma puis la rouvrit. Amara? Mais elle n'est pas de notre famille, elle n'a rien à offrir. Elle est la fille de votre frère aîné. Elle est de votre sang bien plus que vous ne voulez l'admettre. La tante Gloria se raidit comme un fil tendu à se rompre. Cette fille-là n'est pas faite pour un homme comme toi. Elle n'a rien, personne, aucune éducation digne de ce nom. Elle a tout ce qui compte pour moi. Et Priska alors? Regarde-la. Belle, instruite, respectable. Tante Gloria, hurla Kossi. Sa voix baissa d'une corde. Pas de colère bruyante. Quelque chose de plus dur que la colère. Tante Gloria, je ne suis pas venu me disputer. Mais je vais vous dire une chose, une seule fois. Je sais comment Amara est traitée dans cette maison. Je sais ce qu'on a mis dans mon repas hier. Je sais où vous êtes allé avant-hier soir. La tante blêmit. Kossi enchaîna, je ne suis pas venu faire la guerre.
Je suis venu en homme respectueux vous annoncer mes intentions, selon nos coutumes. Ni la malveillance, ni ce que vous irez chercher dans la forêt, ne changeront ce que j'ai décidé. Il se leva et se tourna vers la maison. Amara, tu peux venir. Sa voix portait dans toute la cour, claire comme l'eau du puits. De derrière la porte en bois, Amara sortit, lentement. Elle avait tout entendu. Ses joues étaient humides, mais son regard était calme, le calme de quelqu'un qui attendait depuis longtemps de ne plus avoir à se battre seul. Kossi marcha vers elle et s'arrêta devant elle. « Tu n'as plus à te cacher ici. »« Plus jamais. » Il lui tendit la main, elle la prit. L'oncle Théo murmura, les yeux baissés. « Fais la dot, on accepte. » La tante Gloria resta debout sur le seuil, les mâchoires serrées, les yeux durs comme de la pierre. Elle dit entre ses dents, « Tu crois que c'est terminé ?» Kossi se retourna une dernière fois. Son regard était sans haine, mais d'une froideur absolue. « Non, tante. Pour moi, ça commence. Décidez vous-même ce que vous voulez que ça soit pour vous. » Et il quitta la cour, la main d'Amara dans la sienne. À la capitale, papa Félix avait mal réagi à la nouvelle. Une fille de village, sans famille connue, sans position sociale, c'est une folie Kossi. Il y a Cindy, la fille de Moussa, tu l'as rencontrée 2 fois et elle est une bonne alliance. Mais maman Viviane l'avait regardée longuement et dit très doucement. Tu te souviens de toi à 25 ans, Félix? Tu te souviens de ce que ta propre famille a dit quand tu m'as amené? Viviane? Cette fille de pêcheur, sans dot, sans titre, tu es fou, Félix. C'est du n'importe quoi. Le père s'est tu. L'histoire ne devrait pas se répéter de cette façon-là, enchérit maman Viviane. Papa Félix céda. Le samedi suivant, les parents de Kossi arrivèrent à Nédombi. Maman Viviane entra dans la cour, trouva Amara debout dans un coin, les yeux incertains, et alla directement s'asseoir à côté d'elle, sans discours, sans grand geste. Juste une présence solide, comme un arbre à côté duquel on s'abrite. « Mes enfants souffrent moins quand ils font leur propre choix, » murmura-t-elle simplement. « Et quand je vois la façon dont il te regarde, je sais que ce choix-là, il ne le regrettera jamais. » L'histoire ne devrait pas se répéter de cette façon-là, enchérit maman Viviane. Papa Félix céda. Le samedi suivant, les parents de Kossi arrivèrent à Nédombi. Maman Viviane entra dans la cour, trouva Amara debout dans un coin, les yeux incertains, et alla directement s'asseoir à côté d'elle, sans discours, sans grand geste. Juste une présence solide, comme un arbre à côté duquel on s'abrite. « Mes enfants souffrent moins quand ils font leur propre choix, » murmura-t-elle simplement. « Et quand je vois la façon dont il te regarde, je sais que ce choix-là, il ne le regrettera jamais. » Pour la première fois, on lui avait apporté un verre d'eau, à elle. Elle regarda Kossi traverser la cour vers elle, les bras chargés des présents de la dot. Il marchait lentement, pas du tout comme quelqu'un qui fait une formalité. Il marchait comme quelqu'un qui arrive enfin. Leurs regards se croisèrent. Dans son cœur, quelque chose qui s'était noué il y a longtemps, le soir de la mort de ses parents peut-être, ou le premier matin où la tante Gloria l'avait regardé comme un fardeau, ce quelque chose se dénoua doucement, comme un tissu qu'on déplie avec soin après des années de placard. Elle inspira un bon coup, et pour la première fois depuis l'âge de 8 ans, Amara sentit qu'elle était une personne importante, avec beaucoup de valeur, et surtout une personne qui a trouvé l'amour sincère. On peut passer des années à croire que sa valeur se mesure à l'opinion de ceux qui nous entourent, mais la vie a ses propres comptes à régler. La cruauté laisse des traces, certes, mais la dignité aussi.
Et le bon jour vient toujours pour celui qui n'a jamais perdu l'âme, malgré tout, malgré les larmes, malgré la solitude, malgré les nuits passées adossées à une porte fermée. Alors ce jour-là, il se relève. Et cela, devant tout le monde. Ne laisse personne te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. La bonté est une force. La douceur est une force. Se relever chaque matin quand tout pèse, c'est la plus grande des forces. Dieu n'oublie personne et chacun a sa récompense selon son cœur. À bientôt pour une autre histoire.